une production Little Tower. Il est expert forestier, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est titiller la carpe. Et donc l'odeur, elle passe dans l'eau. Dans l'eau. Avec son ami Yuki, Renaud s'est installé pour une semaine au bord d'un étang rempli d'esturgeons. C'était l'occasion pour moi de le rencontrer, d'en apprendre plus sur lui et sa passion. Vous écoutez le podcast À la pêche, Renaud entre forêt et plan d'eau. Une série de reportages sonores et d'articles écrits par Audrey Hanson, disponible sur littletower.be ou littletower.fr. Épisode 2 – Apprendre à pêcher. Renaud, il est devenu pêcheur. J'ai rencontré Loïc à Uccle quand on était grimpeur et lagueur là-bas. Et un jour, il me propose, il fait « Ouais, il y a le petit étang communal ici, viens, on va aller pêcher. » Donc on était pêcher à la canne au cou et c'était un étang, ça mordait bien. Et puis il m'a bien montré aussi. Au début, j'avais des bêtes petites cannes, j'avais même pas de canne au cou. Hein. Quand tu dis canne au cou, c'est on lance ? Non, c'est une canne fixe, on va dire comme les papilles, tu vois. Avec un gros élastique dedans et avec un flotteur simplement et une ligne avec un hameçon au bout. Donc en fait quand tu fais le combat, si c'est un gros poisson, l'élastique sort et c'est l'élastique qui sert de moulinet. En fait, il a ce principe-là. Et donc on pêchait à ça, donc j'ai pêché comme ça des années avec lui, puis on allait en France dans des domaines, pêcher des spécimens, ça c'était marrant. C'était compliqué, mais bon. Tu t'es pas équipé tout de suite alors ? Tout de suite, non. J'avais une vieille canne, la télescopique, et je faisais mes bails avec ça. J'ai commencé avec 2-3 produits de chez Decathlon, mais je trouvais pas ça. J'ai vite trouvé pas ça très exceptionnel. Ça a vite changé. J'ai vite fait prendre un équipement de débutant, qui était quand même à un certain prix. Je me suis dit, je vais mettre des moulins. Ça m'a pris en fait. Je me suis pris dedans parce que ça fonctionnait. Parce que j'arrivais à pêcher, mais qu'en fait, le matériel de base que j'avais ne permettait plus de satisfaire mes pêches. Donc j'avais commencé à acheter une vraie canne au cou avec une station, etc. pour faire les choses correctement. Et on a commencé comme ça, vu que j'avais le bon matériel. Loïc m'a revendu son ancienne canne. Et je commençais comme ça à pouvoir pêcher des beaucoup plus beaux poissons avec un matériel un peu correct, être bien installé au niveau du dos aussi, parce que c'est toute la journée assis à regarder ta plume. Et puis ça a évolué, il m'a mis dans la pêche au lancer, puis là j'ai mis au début aussi, j'avais du matériel un peu foireux, je m'en suis vite rendu compte. Et j'ai pris aussi un petit matériel débutant. En fait, le problème c'est que ça a commencé à s'entasser. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pêcher vraiment au lancer, à la carpe, etc. Qui était beaucoup plus dur que de pêcher du bord. Enfin, beaucoup plus dur. Tout dépend ce qu'on appelle dur. Mais je veux dire, c'était pas la même pêche. C'était aller chercher ailleurs. C'était avoir accès à des endroits où tu étais bloqué à 11 mètres avec ta canne au cou le long du bord. C'était une autre pêche. C'est une pêche d'attente. C'est une pêche qui est plus dure. Et quand tu as le résultat à la fin, en fait, cette dureté, elle m'a attiré. Inexorablement, il n'y a rien à faire, elle vient te chercher cette difficulté et tu passes au-dessus du mur et tu comprends et tu commences à comprendre ce que c'est un écosystème et tu commences à comprendre comment les poissons tournent, etc. Et tu chopes le déclic et tu finis avec du matériel comme j'ai acheté ici, mais c'est pas non plus un but en soi d'acheter un matériel. Il y a moyen de faire déjà beaucoup avec un matériel milieu de gamme où on s'en sort avec une canne à... pour 100 €, t'as une canne et un moulin aujourd'hui. Quelque chose de plus ou moins... Il y a moins cher, hein, en ayant déjà un petit peu chipoté avant et en étant un peu pris, mais on n'est pas dans une gamme de prix... insurmontable non plus à ce niveau-là, à partir du moment où ça t'a un peu piqué et que tu prends du plaisir à y aller. Y a des gens chez qui ça reste comme ça pendant des années parce que juillet, août, ils font 3-4 sessions, ils vont une fois une journée là, ils prennent un gros poisson, ils sont heureux, mais pour eux c'est pas le sport de tous les jours prédominant dans le truc, et c'est comme ça que tu finis
paramètres au bord de l'eau, croiser des gens, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, dans les carpodromes, t'es pas tout seul. Et moi, ça m'a perdu, au bout d'un moment, j'en ai eu marre un peu de tout ce petit business, on va dire, qui est très sympathique, hein, c'est pas critiquable pour un sou, chacun aime ce qu'il aime. Et moi aussi, j'ai apprécié aller dans ces endroits, je le cacherai pas. Il y a des endroits qu'on apprécie moins que d'autres, auxquels on retourne pas. Puis il y a des endroits où c'est formidable, on fait des choses formidables, où l'étang où t'es tranquille. On peut parler de là où on est aujourd'hui, on fait le podcast, donc c'est chez Carp Insula. Oui, Carp Insula. Tout près de Louvain. Comment tu as découvert cet endroit ? C'est simple, j'avais déjà trouvé certains endroits en cherchant des endroits de pêche. Et je suis tombé sur un site là, ce Carp Spécialiste. Je sais même plus comment je suis tombé dessus, tu sais, c'est les pop-up Facebook, les machins, les pubs qui viennent toutes seules. J'ai commencé à comprendre que c'était relié à Quo, par exemple, qui est un magazine de communauté de pêcheurs à la carpe, etc. Donc c'est un magazine carpiste qui ont des contrats sous-jacents avec eux, ils ont leur petit bail entre eux. Et donc du coup, j'ai commencé à capter, tiens, ouais, c'est un truc officiel, c'est reconnu quand même au niveau du tourisme de la pêche, tu vois, de la carpe en tout cas. Et je commence à chipoter, et puis je vois Belgique. Je fais aller. Et tu ouvres la liste Belgique et tu te fais arrête. Tout ça, c'est pas disponible en pêche à la journée, on va dire dans des étangs où la pêche c'est peuplé quoi. Peuplé pas forcément au niveau poisson, mais il y a du monde quoi. Tout le monde se bat au portillon certaines fois. Je vais prendre un exemple, tu vas à Kirk à Tubize, le samedi c'est tout le village. De toute façon, si tu pensais avoir la paix en t'installant à 5-6 heures du matin, tu comprends bien qu'à midi, il y a tout le village autour des deux étangs. Hein. Ça termine à 30 pêcheurs autour du truc. Et donc ici, c'est pas du tout comme ça ? Eh bien ici, non. Et tu retrouves sur ce site plein de plans d'eau en Belgique où c'est privatif à la semaine, où il faut prendre minimum une semaine en fait sur ce site. Et Carp Insula était dedans. Et je vois un domaine de 11 hectares, machin. Et en fait, c'est une ancienne réserve naturelle ici des années 60. C'est calme. T'as les oiseaux, t'as les animaux, t'as la forêt autour. Et le propriétaire, il a gardé 80% intact et ça se voit. Ici, on est sur la berge de pêche. Tu vois bien qu'il y a quand même un fameux décalage comparé à tout le reste du domaine. Tu vois bien qu'il y a les chemins qui sont de base entre les étangs. C'est pas lui qui les a créés. C'est divisé en 6 comme ça déjà de base. Et chaque étang a son thème, plus ou moins. Certaines carpes avec un gros ventre. Ici, on est sur le Dino Pool, donc en gros, c'est le sturgeodrome, c'est les esturgeons. La King Pool que je t'ai montré là tantôt en rentrant, c'est les silures. Et les autres, par exemple, il y a la Origin Pool, qui est très intéressante en soi. C'est des poissons qui viennent d'ici à la base. Quand il a acheté le domaine, il a commencé à les patauger, pêcher dedans, machin. Et il a récupéré tous les plus gros poissons de cette époque-là, qui n'avaient pas vu un pêcheur depuis... c'était une réserve naturelle, hein, donc c'était pas possible de pêcher ici, etc. C'est lui qui a aménagé pour les postes de pêche, mais... Non, mais c'est ça qu'il faut préciser. Carp Insula, carpe pour le poisson. Et péninsule. Et voilà, Insula pour l'île presqu'île. C'est ça. Et donc en fait, chaque étang a une langue de terre qui rentre en lui, c'est ça, si j'ai bien compris ? C'est ça, en fait. Il y a plus... Ou il y a un îlot central, où on pêche depuis l'îlot central, où il y a une berge comme ici, avec de toute façon une entrée d'îlot central, avec au bout des bras, il y a souvent un recoin mort, ce qu'on appelle une réserve, qui permet à un poisson, quand il a un stress ou qu'il a envie d'avoir la paix, il se met dans son coin, et dans ce coin-là, tu sais pas trop aller, quoi. Après, ils sont peace and love ici, les poissons, ils voient pas tout le village débarquer, quoi. C'est encore autre chose. Maintenant, l'histoire de la surpêche est présente, c'est pêcher tout le temps jusqu'à novembre. Hein. Toutes les semaines sont presque prises au calendrier. Par contre, ici, c'est quand même vide cette semaine, il y a quand même ça. Donc, selon comment tu tombes, ici, il y avait quelqu'un avant nous, il y avait quelqu'un encore avant nous. Parce que je le sais quand j'ai voulu réserver. Mais par exemple, ici, les gens qui ont commandé donc, la Mint Pool et la Belly Pool, où il n'y a que des carpes, il y a des amours blancs, il y a une petite sélection qu'il fait lui-même parce qu'il les achète et il les fait grossir sur place. Donc les poissons qu'il met dedans, ce sont ces poissons qu'il a vu grandir.
Ça aussi, c'est une spécificité. Ce truc. Le mec fait sa pisciculture lui-même ici. Il achète des poissons en petit, tout petits, ce qui coûte beaucoup moins cher. Mais c'est lui qui les fait grandir. Il fait des analyses d'eau ici tous les mois, sur tous les étangs. Tu dirais que c'est un amoureux des poissons? C'est un amoureux des poissons et c'est un amoureux de la nature. C'est quelqu'un de très convivial. Enfin, moi, je peux témoigner, je l'ai vu en arrivant. Et il m'a ouvert la grille et il m'a ouvert... c'était à bras ouverts, c'est ça que je veux dire. C'était quelqu'un de très, très positif et très amical et très aimable. Donc voilà, ça vaut la peine de le dire. Oui, il a le cœur sur la main. Oui, ça c'est indéniable. Il a un amour pour ce domaine, pour ces poissons. C'est un des rares étangs ici. C'est le seul que je connais. Je ne le savais pas. Il a un jet sous-marin pour réaérer ses esturgeons, ce qui n'est pas le cas dans plus de 80% des étangs, quoi. Sauf à certains endroits spécifiques avec des spécialistes qui ne font que ça existe. Mais je vais te dire, 80% des endroits où il y a des esturgeons, il n'y a pas un jet comme ça qui tourne la nuit, quoi. Et c'est effectif, ça se voit aux poissons, ça se voit, tu les as vus repartir avec nous, il n'y a pas de malaise. En France, et je ne jette pas la pierre à d'autres endroits où on va en vacances, hein, absolument pas. Mais en France, t'es en juillet-août, il fait caniculaire, t'attrapes un esturgeon, ça devient compliqué, quoi. Donc, en gros, un spot, on peut appeler ça un spot à recommander, un lieu de voyage à recommander, si seulement t'as un minimum d'amour pour un grand... En fait, c'est pas un minimum d'amour ici qu'il faut avoir, c'est un maximum d'amour pour la prise que tu prends. Il faut bien comprendre... Dans ma vision des choses et dans celle de pas mal de pêcheurs, Ah, ça sonne, à la course. Quand le détecteur qui est placé sur les cannes à pêche de Renaud sonne, ça veut dire que le poisson mord. Nous arrêtons aussitôt l'enregistrement pour foncer au bord de l'eau. Renaud sortira son 3e esturgeon de la journée. Il s'en occupe. Il lui enlève délicatement l'hameçon. Le plus grand respect est porté à l'animal. Le temps de prendre 5-6 photos, quelques moments de tendresse, comme des mots d'excuse pour le dérangement, et Renaud remet le poisson dans son milieu, délicatement. Nous revenons au camp à quelques mètres de la berge, et je propose à Renaud de nous parler des poissons.